C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors, écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. Il y a, dans l'histoire du cinéma, des films couverts d'éloges, mais qui, avec le recul, ne tiennent plus tellement la route, comme on dit. À l'occasion d'un numéro anniversaire de la revue de cinéma positif, tous les collaborateurs ont placé Vertigo à la seconde place des 10 meilleurs films des 50 dernières années. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick figurant à la première. Si l'on ne peut pas être un admirateur béat du cinéma d'Hitchcock, on peut être consterné par une nouvelle vision de Vertigo. Filmiquement, structurellement et dramatiquement, Vertigo accuse de nombreuses faiblesses qu'il n'est plus guère possible de sous-estimer. Si des films perdurent dans le temps, on doit pouvoir consolider les qualités indéniables dont ils ont fait preuve à leur sortie, et non de s'en tenir simplement aux éloges. Si Vertigo était le chef-d'œuvre que l'on dit, il ne devrait pas accuser tant de défauts. La force d'un film tient avant tout à la cohérence et à la pertinence du tout. Il faut dire avant toute chose que l'œuvre d'Alfred Hitchcock bénéficie d'un régime particulier dans la cinéphilie et dans l'histoire du cinéma, au point que toute une mythologie s'est construite autour d'elle. Ces films de la période américaine sont fréquemment passés et repassés au cinéma ou à la télévision. Alfred Hitchcock s'est enraciné comme un cinéaste populaire, développant à la fois des thèmes d'importance, du moins pas aussi superficiels que l'on croyait. C'est ce qu'avait voulu démontrer une revue comme Les Cahiers du cinéma. Le problème est qu'Alfred Hitchcock n'est pas un metteur en scène insignifiant, mais que sa période américaine est nettement moins accomplie que sa période anglaise. C'est ce que disait Orson Welles. Il faut dire encore que Vertigo possède un statut à part dans la filmographie de l'auteur de Psychose, étant considéré comme l'un de ses films les plus ambitieux. Que reste-t-il du thème que le cinéaste développe durant 2 heures? Bref, sortons du sentier étroit des louanges et de la mythologie et rentrons concrètement dans le corps du film. Le sujet de Vertigo, inspiré par le roman de Boileau-Narcejac, d'Entre les morts, est formidable, celui d'une obsession, l'histoire d'un homme qui tente de faire ressembler une femme à celle qu'il a aimée et qu'il croit morte, alors qu'il s'agit en fait de la même personne. Désincarnée dans son fantasme morbide, à la fin, la vraie femme disparaît derrière la doublure. Nous sommes en pleine illusion quant à la femme que nous croyons aimer. Est-ce bien celle que l'on croit? Scotty n'aime qu'un fantôme, et au fond, il n'aime pas réellement Madeleine, ou n'aime que l'image morbide qu'elle représente. Disons même qu'il n'aime que l'image de lui-même, goût de la perte, du néant, de la mort, à travers une femme. Ce n'est qu'un amour narcissique et non un réel intérêt pour une personne différente. Scotty s'acharne à reconstituer, à faire revenir le double qu'elle était. Enquête policière qui se termine en traque amoureuse.
Si l'on peut embrayer sur le côté vertige, spirale, spirale mimétique, dirait René Girard, parlant de la structure relationnelle du désir, le paradoxe du film est de traiter un sujet essentiel, mais de le traiter d'une telle manière qu'il disparaît derrière l'emphase du style d'Alfred Hitchcock. Il y a ici un problème crucial dans toute critique trop littéraire du cinéma, c'est-à-dire le fait de ne garder que le thème et sa profondeur apparente sans regarder de plus près comment celui-ci est traité cinématographiquement. Au fur et à mesure que le film se déroule, le sujet passe en arrière-plan pour laisser place à une lecture romantique du thème traité, ce qui est contradictoire. D'autres personnages sont souvent caricaturés, comme le personnage de son ami styliste, Midge Wood, symbole de la femme à lunettes un peu coincée, voire frigide, banale, trop maternante et castratrice. Face à Madeleine, peu de gens choisiront Midge, ou plutôt l'image qu'en donne le film. Réglons au passage un petit problème à propos de la vraisemblance avant d'aller plus loin. Il paraît étrange d'accepter sans broncher qu'Hitchcock joue du réalisme et, dans le même temps, qu'il puisse s'en débarrasser comme bon lui semble. Par exemple, comment Scotty, suspendu par les mains à une gouttière, à plusieurs dizaines de mètres du sol, arrive-t-il à s'en sortir? On ne daigne rien nous montrer. Comment des policiers peuvent-ils avoir même l'idée de sauter sur le toit en pente d'un immeuble sans hésiter, quand on sait que le vide est juste en dessous d'eux? L'un en fera les frais. On peut toujours arguer que l'on est simplement au cinéma et qu'il est normal d'avaler ce genre de couleurs. Explication insuffisante. Pourquoi avoir choisi une telle scène au lieu d'en faire une autre plus crédible? Là, il est impossible que Scotty ait la force nécessaire pour rester suspendu dans le vide avant l'arrivée des secours. Pourquoi réaliser une telle scène sinon pour donner au spectateur sa petite peur? Faire dans le suspense factice tout en se moquant ensuite de toute vraisemblance. C'est d'autant moins acceptable que dans beaucoup de films d'Hitchcock, et dans celui-là précisément, ce dernier se croit obligé de tout expliquer rationnellement des agissements de ses personnages, de faire dans une sorte de réalisme psychologisant, souvent indigeste en passant. À la vision globale du scénario, on ne peut justifier de telles incohérences. Il y va de la force du film, car plus le scénario se tient, et plus toute l'histoire que l'on nous raconte brille dans son déroulement. L'important n'est pas dans le fait qu'une histoire paraisse incroyable, celle-ci ou une autre, mais dans la façon dont on la raconte, pour qu'elle paraisse crédible, tout aussi incroyable qu'elle puisse être. Il est bien plus intéressant d'être soucieux de ces détails pour tisser un réseau serré et sans faille, qui en sera d'autant plus étrange au final quant à ce que l'on raconte. Dans la célèbre pièce d'Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, la scène où l'on discute s'il y a quelqu'un ou non derrière la porte, lorsqu'on frappe à celle-ci, s'explique par le fait que l'on est dans le registre de l'absurde. Dans Vertigo, nous ne sommes ni dans le fantastique, ni dans le film d'aventure rocambolesque, style Les Aventuriers de l'Arche perdue, mais dans un complot, s'appuyant sur des ressorts précis. Pourquoi ancrer son film dans le réalisme pour le négliger frivolement à d'autres moments? Une première chose frappe d'emblée. Si Vertigo était présenté aujourd'hui, on peut se demander si les scénaristes ne seraient pas tout simplement renvoyés à la réécriture, tant, par exemple, le début est bavard au possible. On conviendra qu'il est difficile d'accepter des défauts chez certains metteurs en scène et pas chez d'autres, surtout quand on place des films au rang de chefs-d'œuvre. À la même époque, d'autres cinéastes comme Kubrick faisaient nettement plus concis, non pas que l'on ne puisse pas être bavard ou lent au cinéma, mais que ce que l'on expose ne soit pas rabâché et explicatif. Force est de constater que l'introduction ne dure pas moins de 8 minutes, si on comprend la scène de poursuite et celle de la longue discussion avec son ami styliste Midge Wood. On nous explique en long, en large et en travers la névrose du personnage, avec une nouvelle scène où Scotty monte sur un escabeau pour bien nous faire comprendre que notre bonhomme souffre
d'acrophobie. Well, this is a cinch. Here, I look up, I look down. I look up, I look down. Les dialogues accumulent les redites. It's because of this fear of heights I have, this acrophobia. I know. I have acrophobia, which gives me vertigo, and I get dizzy. Where you belong. What about my acrophobia? The desk down to the floor, and I reach down to pick up the pencil. Bingo, my acrophobia is back. What? The acrophobia. Le générique, avec ses figures géométriques et hypnotiques, redoublant la thématique et le titre même du film, nous avait déjà mis dans l'ambiance. On a la désagréable sensation qu'Hitchcock mâche le travail du spectateur et explique encore la même idée. Et tout bien pesé, on peut se demander si toute cette sursignification n'en reste pas seulement au stade des intentions, et si le film n'est pas au fond purement formaliste. L'insistance, la redondance et l'emphase ne sont pas des vertus. Après cette laborieuse exposition, Scotty rencontre un ancien ami, Gavin Elster, qui lui demande de suivre sa femme, Madeleine. Celle-ci sort souvent en voiture, semble perdre conscience et se prend pour quelqu'un d'autre. I want you to follow my wife. No, it's not that. We're very happily married. Well, then, I'm afraid some harm may come to her. from whom? Someone dead. Scotty, do you believe that someone out of the past, someone dead, can enter and take possession of a living being? No. Dès lors, Scotty va suivre Madeleine. Et s'il n'y a pas de quoi s'extasier sur le découpage assez basique et répétitif dans cette scène, plan sur Scotty et plan sur la voiture qu'il suit et qui ne cesse de tourner, on a dit que cela crée une sorte de vertige. Il est peu de dire que Hitchcock ne soigne pas ses arrière-plans et que le film accuse maladresse et lourdeur au lieu de faire dans la suggestion. On est étonné de ne trouver aucun autre visiteur dans les deux scènes du musée. Dans cette même séquence, Hitchcock souligne par deux mouvements insistants de la caméra que la chevelure et le bouquet de Madeleine sont aussi peints sur le portrait de Carlotta Valdez. Comme si cela n'était pas suffisant, le maître du suspense fait un insert sur Madeleine, quand Scotty feuillette la brochure du musée dans sa voiture. Pour un policier expérimenté, Scotty n'est pas malin de s'arrêter ou de suivre la voiture de Madeleine à une dizaine de mètres seulement. Plus tard, après avoir fait sa connaissance, il n'a même pas l'idée de se coucher sur la banquette de sa voiture pour éviter que Madeleine ne le voie. Des scènes paraissent aussi inutiles ou superflues. Comment expliquer que Madeleine ne soit pas dans la chambre de l'hôtel, alors que la réceptionniste n'a pas bougé de son poste? La réceptionniste complice? Mais quel est alors l'intérêt de cette complicité? Créer un trouble chez Scotty et jouer sur le côté fantomatique de Madeleine? Ce n'est pas sur cet aspect que joue Hitchcock, mais sur le côté morbide de Madeleine. À cet égard, Scotty monte le grand escalier avec une grande aisance, lui qui a du mal à monter sur un banal escabeau. Détail, diront certains. Au contraire, les négliger et nous voilà dans un style empâté et pachydermique qui, hélas, ne va faire qu'empirer. Au cours de son enquête, Scotty apprend que Madeleine s'identifie à Carlotta Valdez.
Qui est-elle? Scotty va être renseigné trop facilement par son ami styliste, qui lui indique un libraire. Il y a longtemps, cette Carlotta, élevée dans un couvent, se maria à un homme dont elle eut un enfant. Cet homme la quitta en emmenant ce dernier avec lui. Carlotta devient folle et se suicida. Nous apprenons qu'elle est l'arrière-grand-mère de Madeleine. Mais cette dernière ne sait rien de son passé. Après que Scotty a sauvé Madeleine de la noyade, cette dernière raconte qu'elle croit être née il y a longtemps, voit sa propre tombe et a l'obsession de la mort. There's a room. And I sit there alone. Always alone. What else? Grave? Where? I don't know. It's an open grave, and I stand by the gravestone looking down into it. It's my grave. But how do you know? I know. But is there a name on the gravestone? No. No, it's new and clean and waiting. I don't want to die. À un moment, ce qui doit arriver arrive. Scotty et Madeleine tombent dans les bras l'un de l'autre, s'embrassent devant un océan avec beaucoup de vagues et beaucoup de musique. Don't leave me. Stay with me. All the time. On connaît la faculté d'adhésion que la musique procure en rapport avec des images. Et bien trop souvent, les metteurs en scène y ont recours abusivement pour masquer un certain vide ou un manque de confiance dans l'expressivité de leurs acteurs. Elle n'est nullement nécessaire lors de la scène au bord de l'océan. Retirons cette musique. Le spectateur assiste alors au baiser mais n'y participe plus. Ou, si l'on veut, il est dehors et dedans en même temps. Avec la musique un peu guimauve de Herrmann, la mise en scène le fait adhérer à cette union d'une façon emphatique. La scène est cliché, couple, bord de mer et mer déchaînée. Et on reconnaît le tic sentimentaliste. Tout cela pour dire que la mise en scène de Hitchcock ne cesse de confondre plan de la réalité et plan du fantasme. Et il n'arrive jamais à établir une frontière narrative claire sur ce point, entre ce que vit le personnage et le plan objectif de ce qui se passe réellement. Il sera difficile d'invoquer comme excuse le fait que cette approche est créée pour faire ressentir au spectateur ce que vit Scotty. Il est bien entendu que ce qui arrive à Scotty est humain et peut arriver à chacun d'entre nous. Mais ce qui se passe sur le plan strictement humain dans la vie ne doit pas être recouvert de la même illusion sur le plan artistique. On ne démystifie pas une illusion en faisant dans l'affectation, ce qui est le mal même dont est atteint son personnage, ou en ne cherchant que l'adhésion sentimentale du spectateur. Cela n'est pas sans incidence sur sa réception. Sur ce point, Hitchcock va accumuler par la suite les plus grosses lourdeurs stylistiques et sombrer dans ce qu'on a appelé un romantisme noir. Il ne suffit pas de montrer que Scotty se leurre pour que ce leurre soit mis à plat et que sa séduction n'opère plus. Sinon, à quoi sert de démystifier une illusion? Hitchcock mystifie une obsession qu'il prétend démystifier. Il se retrouve incapable d'éclairer les subterfuges de cette obsession, de façon à ce que le spectateur puisse en comprendre les tenants et les aboutissants. La déception est à la mesure de la grandeur du thème. On comprend bien que le vertige physique de Scotty est de même nature que son vertige mental, aspiré par son fantasme morbide que le film transcrit par un trans-trave, travelling avant ou arrière, contrarié en même temps par un zoom arrière ou avant, jouant sur la troisième dimension. C'est une invention à mettre au crédit du film. Celui qui a mis à distance le leurre d'une telle obsession en est dégagé. La séduction n'opère plus. S'il veut ensuite nous la faire partager, il tient à nous faire vivre son histoire, mais non à ce que l'on tombe dans l'illusion. Le problème qui se pose est, où est la frontière
où l'on distingue que le cinéaste maîtrise l'obsession et non l'inverse. Précisément, elle n'y est pas. Madeleine fait un étrange rêve et se souvient d'une vieille église espagnole, San Juan Bautista. Scotty l'y emmène. Il comprend trop tard que Madeleine a voulu aller seule en haut de l'église pour se suicider. Pris de vertige comme on s'y attend, il ne parvient pas à monter les escaliers de la tour et voit par une ouverture le corps de Madeleine tombé dans le vide. L'enquête policière est éludée et nous passons directement à un tribunal qui innocente Scotty. Étrange ellipse. Après la mort de Madeleine, Scotty s'est enfui. Cette fuite est pratique car elle lui a permis de ne pas authentifier le corps. Il est évident que, interrogé par la police, Scotty aurait dû tout révéler sur Madeleine, ce qui aurait pu aussi dévoiler la supercherie. Par exemple, Madeleine était-elle vraiment la descendante de Carlotta? Le scénario tente de masquer cette faiblesse par un subterfuge assez grossier, en l'occurrence cette ellipse bien pratique. S'ensuit une scène kitsch où Scotty rêve, puis il se fait soigner et se remet. Il revisite certains endroits qui lui rappellent Madeleine. Dans le musée, où il n'y a toujours personne, une femme regarde le portrait de Carlotta et pas un autre. N'était-il pas plus subtil d'évoquer l'absence même? Puis au moment précis où Scotty regarde dans la vitrine d'un fleuriste un bouquet semblable à celui qu'avait Madeleine, il aperçoit Judy, une femme ressemblant à Madeleine. Le film a débuté depuis 1 heure et 20 minutes. On a fait plus concis et moins empesé. Il la suit et monte à sa chambre d'hôtel. Elle n'est pas surprise de l'apparition de Scotty. Pourtant, elle ne s'attendait à rien, et surtout pas à le voir. Si on imagine la chose, celle-ci est invraisemblable, car Judy sait très bien qui est Scotty, d'autant qu'elle a comploté contre lui. Il doit en éprouver du remords puisqu'elle en est aussi amoureuse. Le dialogue entre eux est irréaliste, car Judy joue comme si elle n'était pas Madeleine, une étrangère que Scotty harcèle, prête à hurler et à téléphoner. You can leave the door open. I just want to talk to you. Please. Well, I warn you. I can yell awful loud. Well, you won't have to. Well, you don't look very much like Jack the Ripper. What do you want to know? I want to know your name, Judy Barton. who you are. I'm just a girl. I work at Magnan's. No, but how do you happen to be living here? It's a place to live, that's all. No, but you haven't lived here long. Yeah, about 3 years. Where did you live before? Salina, Kansas. Listen, what is this? What do you want? I just want to know who you are. Well, I told you. My name is Judy Barton. I come from Salina, Kansas. I work at Magnan's and I live here. My gosh, do I have to prove it? All right, mister, my Kansas driver's license. Passons sur le fait qu'on a du mal à croire que Scotty ne se pose aucune question. Par exemple, que Judy ne soit pas Madeleine. Difficilement crédible quand on sait qu'une personne qui ressemble en tout point à une autre est déjà rare, surtout dans la voix et les traits. You want to check my thumbprint? You're satisfied? And whether you're satisfied or not, you can just beat it. Puis, quand Scotty s'en va, ayant réussi à obtenir un dîner avec elle, Judy fixe la caméra et par un flashback, on nous explique tout.
dans cette séquence qui est le point de vue subjectif de Judy. Plus de cris, ici, de Madeleine dans la bande son. Une situation se fait jour. Madeleine n'est pas la femme de Elster et devient une victime. Sa participation au meurtre sera passée quasiment sous silence. Déresponsabilisation excusée par son amour pour Scotty. Jusqu'ici, on était avec Scotty. Voici que maintenant, on change radicalement de point de vue. On accède au souvenir de Judy, ce qui renverse et rompt le statut de la narration installée jusqu'à présent. Ce regard caméra de Judy évolue comme intensément dramatique. Pourquoi avoir opéré une telle rupture narrative, avec force musique et force éclairage, d'autant que si on la retire, le film ne s'en porte pas plus mal. Le spectateur en sait plus long que Scotty pour la première fois. Au lieu de suivre Scotty comme nous l'avions fait jusqu'à présent, au lieu que le spectateur apprenne avec lui le véritable statut de Judy, il sait tout. Si le spectateur ignorait que Judy n'est pas Madeleine, il serait troublé que Scotty fasse cette confusion. Une intéressante ambiguïté faisait surface. Outre que ce flashback est maladroit, il rassure le spectateur quant à l'illusion réelle de Scotty, en plus de prendre en charge le drame affectif de Judy. You were the victim. I was the tool and you were the victim of Gavin Elster's plan to murder his wife. He chose me to play the part because I looked like her, dressed me up like her. He was quite safe because she lived in the country and rarely came to town. He chose you to be the witness to a suicide. The Carlotta story was part real, part invented to make you testify that Madeleine wanted to kill herself. He knew of your illness. He knew you'd never get up the stairs of the tower. He planned it so well. He made no mistakes. I made the mistake. I fell in love. That wasn't part of the plan. Cerise sur le gâteau, elle nous apprend qu'elle est amoureuse de Scotty. Comme chacun sait, quand on complote contre quelqu'un du sexe opposé, on en tombe forcément amoureux. Mais Judy déchire la lettre. Et de surcroît, nouvelle aberration, on revient juste après au point de vue de Scotty. Cette rocambolesque surdramatisation ne sert qu'à délivrer certaines informations qu'il aurait été plus subtil de suggérer. Un chassé-croisé s'instaure. Judy sait qui est Scotty, alors que ce dernier ne sait pas qui est réellement Judy. Elle doit conquérir Scotty tout en sachant que celui-ci la prend pour une autre, et fait tout pour la faire ressembler à Madeleine. Judy va-t-elle pouvoir dire sa vérité? Et de son côté, Scotty va-t-il pouvoir aimer Judy pour ce qu'elle est? En un mot, l'amour va-t-il les rassembler? Hitchcock nous emmène vers un banal thriller amoureux dont on se doute bien qu'il va mal finir. Surtout qu'à la toute fin, Hitchcock nous resserre l'explication. Le maître du suspense est plutôt le maître du rabâchage. Scotty parvient à faire ressembler Judy à Madeleine. Celle-ci résiste quelque peu, mais succombe, que l'on mettra sur le compte de l'amour, évitant son ambiguïté. Couldn't you like me? Just me the way I am? When we first started out, it was so good. We had fun. And then you started in on the clothes. Well, I'll wear the darn clothes if you want me to, if you'll just like me. The color of your hair. Oh, no. Judy, please, it can't matter to you. If I let you change me, will that do it? I do it
love me? Yes. Yes. La scène qui suit nous entraîne vers le mélodrame noir et poisseux. Judy sort de la salle de bain dans une espèce de halo. Scotty l'embrasse. La musique se fait omniprésente. Le plan se met à pivoter. On bascule de la chambre à la grange, puis de nouveau à la chambre. Ce moment est important car il y a jouissance pour Scotty d'avoir reconstitué Madeleine à travers Judy, de faire d'une personne morte une vivante. Pourquoi la mise en scène d'Hitchcock se fait-elle si mélodramatique à cet instant précis? C'est-à-dire que cette illusion est emphatiquement montrée comme attractive. Si Hitchcock tenait à nous faire comprendre que l'illusion de Scotty est vraiment une illusion, il se ferait déceptif et resterait à distance. Et tout cela finit dans une lumière verdâtre. Un peu plus tard, Scotty aperçoit le médaillon autour du cou de Judy. Hitchcock ne trouve rien de mieux que d'insérer encore un flashback sur le tableau que regardait Madeleine dans le musée. Redondance une fois de plus. La scène finale est le point d'orgue de tout ce qui a été mis en place par Hitchcock. Que se passe-t-il dans cette scène? Scotty a découvert la machination. Il emmène Judy à la vieille église espagnole, sur le lieu où la femme de Gavin Elster a été tuée. Scotty harcèle Judy de questions et la démasque. Il n'est plus dupe. Hitchcock nous réexplique tout ce que la confession de Judy nous avait déjà indiqué. But you knew that day that I wouldn't be able to follow you, didn't you? Who was up there when you got up there? Elster and his wife? Yes. Yes, and she was the one who died. The real wife, not you. You were the copy. You were the counterfeit, weren't you? Was she dead or alive when you... Daddy's broken her neck. He'd broken her neck. Wasn't taking any chances, was he? So when you got up there, he pushed her off the tower. But it was you that screamed. Why did you scream? I wanted to stop it, Scotty. I ran up to stop it. You wanted to stop it. Why did you scream? Since you tricked me so well up to then, you played the wife very well, Judy. He made you over, didn't he? He made you over just like I made you over, only better. Not only the clothes and the hair, but the looks and the manner and the words. And those beautiful phony trances, and you jumped into the bay, didn't you? I'll bet you're a wonderful swimmer, aren't you? Aren't you? Aren't you? Pourquoi a-t-elle été complice de Gavin Elster? Leurs fantasmes s'entrecroisent. Mais alors que tout est découvert, comment Scotty peut-il aimer un fantôme? Et comment Judy peut-elle aimer un homme qui la prend pour une autre? Impossible. Donc, Judy mourra. Comme on pouvait s'y attendre, Scotty n'a plus le vertige. I made it. I made it. Hitchcock a déjà utilisé dans Marnie et la maison du docteur Edwards ce lourd mécanisme dramaturgique de résolution digne d'une psychanalyse de prise unique. Si on comprend que Scotty soit en colère pour s'être fait berner et qu'il emmène Judy dans la tour pour lui faire expier sa faute, il est encore dans l'illusion. Il appelle Judy à un moment Madeleine et dit « I loved you so, man. Scotty. I was safe when you found me. There was nothing that you could prove. When I saw you again,
and run away. I loved you so. I walked into danger and let you change me because I loved you and I wanted you. Comment meurt Judy? D'une façon grotesque, qui sent le Deus ex machina et qui contente le sadisme du spectateur. Judy supplie Scotty. Ils s'embrassent. Une religieuse apparaît. Judy prend peur et tombe. Ce n'est pas le fait que la religieuse apparaisse qui paraît singulier dans une église, mais qu'elle apparaisse au moment du baiser réunificateur. Même une religieuse arrive pour rendre cet amour impossible aussi improbable pouvait-il déjà être. Difficile de faire l'impasse sur son intrusion et sur son symbolisme appuyé. Elle est le passage obligé de la sanction, du péché, vu comme une espèce de diable sortant de l'ombre. Rappelons-nous une phrase de Madeleine quand elle va la première fois avec Scotty à l'église. It was our favorite place. But we were forbidden to play here. Sister Teresa would scold us. Si la religieuse n'intervient pas, le spectateur serait sceptique d'assister à une telle union. Son intervention, par contre, empêche cette rocambolesque love story assez puritaine. Mais on a bien du mal à comprendre que Judy soit aussi surprise au point de tomber. Pour autant, la scène n'est pas fortuite. Mais Judy doit mourir coûte que coûte. Hitchcock accumule les invraisemblances pour conclure vaille que vaille son histoire et l'enfermer dans un hyper-dramatisme. Il a besoin de finir sur une note lugubre et que la religieuse sonne, métaphoriquement parlant, le glas fatal du destin. La musique l'amplifie comme un point d'orgue. Dans le roman de Boileau-Narcejac, le héros, ne supportant pas la vérité, étrangle Judy, ce qui est beaucoup plus logique vis-à-vis de son obsession. Faire mourir Judy évite à Scotty soit de l'aimer vraiment, soit de prendre conscience de sa névrose et d'assumer ses responsabilités. On a dit que le film était grave, mais cela constitue-t-il une qualité ici? On a beau jeu d'opposer ce côté sombre à l'habituel happy end hollywoodien, mais l'un comme l'autre constitue le voile que l'on jette sur les réelles intentions. Comme dans beaucoup d'histoires de ce genre-là, c'est une fin heureuse ou ouverte qui constitue l'exception. Le climat lourd et fatal, la partition musicale, tout indique son romantisme noir qui, de ce fait, ne peut jamais rien dévoiler. C'est cette jouissance du morbide qui est revendiquée à la fin. Il aurait fallu au contraire que Scotty se rende compte de la supercherie, qu'il abdique et renonce. Comme Hitchcock ne peut pas opter pour cette solution, il est obligé de faire mourir Judy d'une façon invraisemblable. Il préfère finir son film dans la mythologie de l'amour malheureux, propre au romantisme noir, et d'emballer son film dans un conventionnel fatalisme qui fait l'impasse sur le thème qu'il traite. Fin tragique et consolatoire, comme toutes les histoires d'amour impossibles. Imaginons un instant que Judy ne meurt pas. Scotty la laisse en haut et s'en va, seul, ou retourne avec Midge Wood, qu'il aime, ou que Scotty et Judy s'en aillent chacun de leur côté, un peu amer de s'être tant illusionné. Le spectateur serait privé de cette morbidité attractive. Tout le cheminement de Scotty serait mis au grand jour. Là, avec une telle fin fantasmatique, le mensonge subsiste et est rejeté irrémédiablement dans l'ombre.